Oui, bonjour à tous, Jean-Michel Dumas du pôle de compétitivité Safe Cluster. Je vais commencer par une petite présentation de l'appel qui concerne les feux de forêt extrêmes, avec les éléments qui vont arriver sur votre écran dans les toutes prochaines secondes. Slide suivant. Donc, on s'intéresse dans cette première présentation qui va être suivie par deux interventions de mon collègue Sébastien Lahaye, qui va plutôt faire un focus vraiment sur le détail de ce qui existe en matière de projets appel à projets, de projets existants sur les incendies de forêt, et puis d'attendre des utilisateurs finaux. Là, je vais me placer dans la posture d'un décryptage de l'appel à projet, tout en étant bien conscient que l'appel à projet est pour l'instant à l'état de draft et qu'il est susceptible donc d'avoir un certain nombre de petites évolutions dans les prochains jours, les prochaines semaines, et également que l'appel à projet est pour l'instant incomplet et qu'un certain nombre de points ne sont pas totalement éclaircis. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour l'expliciter, mais on n'aura pas forcément réponse à toutes les questions. Concernant l'appel à projet, donc, qui concerne les feux de forêt extrêmes, on est vraiment dans la posture de travailler sur les feux de forêt extrêmes, concerne des projets qui sont plutôt des projets de type IA, qui visent des gros projets, hein, puisque la target de coût est d'environ 15 à 20 millions d'euros, avec une enveloppe budgétaire de 75, qui inclut aussi une sous-enveloppe pour le sous-topic 2 qui concerne un CSA, qu'on ne va pas trop détailler aujourd'hui. Donc sur ces gros appels à projets, on est plutôt sur des démonstrateurs et qui ont vocation à proposer, à présenter des sujets qui vont concerner un ensemble de solutions et de travaux de recherche et industriels qui auront vocation à avoir un fort impact. Donc l'appel à projet fait quand même beaucoup mention de l'impact, et j'insisterai beaucoup dans ma présentation là-dessus. Il est clairement indiqué que la coopération doit être recherchée, bien sûr, au sein de l'UE et des États membres qui participent à l'appel à projet, mais aussi avec un certain nombre de pays qui sont clairement mentionnés, donc les États-Unis, Canada, Australie, Russie, Brésil, Amérique du Sud, Indonésie, Japon et Afrique du Sud, qui sont les pays qui actuellement ont soit le plus de problématiques incendies de forêt majeures dans le monde, soit le plus d'avance en matière de recherche dans ces domaines-là. Et il conviendra donc du coup à chaque fois, pour chaque proposition, d'identifier des partenariats possibles avec ces pays, que ce soit sur le plan de la recherche ou sur le plan du développement de technologies. Donc l'appel à projet devrait ouvrir en septembre pour une date de soumission en janvier, et des projets qui sont visés sur une durée qui n'est pas mentionnée, mais comme tous les projets de recherche, on imagine que ça pourrait être d'environ 3 ans. Donc clairement, alors, les défis qui sont présentés dans l'appel à projet, c'est la lutte, encore une fois, enfin la lutte, c'est prévenir et combattre les feux de forêt extrêmes, par l'intégration et la démonstration de moyens innovants. Donc on est aussi vraiment dans l'esprit d'avoir des propositions qui auraient un impact à court ou moyen terme direct sur les feux pour les réduire en nombre ou leurs effets. Donc le constat qui est fait, c'est que les incendies de forêt sont en croissance en nombre, en surface en Europe et dans le monde, qu'ils sont extrêmement contributeurs aux gaz à effet de serre, avec plus de 20% qui est estimé, avec un très fort impact également à la fois sur l'écologie, enfin la biodiversité, les sols et l'eau, et aussi sur la santé et l'activité économique. Ce qui est identifié aussi, c'est que l'évolution climatique fait évoluer ces gaz à effet de serre, ces incendies dans des régions qui, pour l'instant, étaient soit peu touchées, soit peu touchées en termes d'intensité, et qui le sont davantage, notamment les zones alpines ou de plus en plus haut en latitude. Donc, la portée du projet, ce qui est attendu, ce sont des propositions qui touchent la problématique globale des incendies de forêt extrême, depuis la prévention, la lutte et la restauration, et avec une approche à la fois technique, mais aussi qui prend en compte l'ensemble des sujets connexes, qu'ils soient culturels ou socio-économiques. La notion de gouvernance est aussi mentionnée à plusieurs reprises, l'implication des communautés également, puisque ça fait partie des sujets particulièrement importants à prendre en compte, notamment au stade de la prévention. Ce qui est attendu également, c'est de travailler, on l'a mentionné tout à l'heure, sur différentes problématiques. Les incendies de forêt sont différents d'une région géographique à une autre,
Donc il faut travailler sur différents types de combustibles, différents paysages, biodiversité, différentes échelles aussi, puisqu'il peut y avoir des problématiques locales, régionales, transnationales, internationales, etc. Et il est clairement mentionné à plusieurs reprises le fait d'apporter une attention toute particulière sur tout ce qui est collecte et traitement des données. Et la mention des technologies spatiales, et notamment en lien avec les programmes européens Copernicus, GNSS, sont clairement mentionnés dans l'appel, donc il convient d'y porter une attention particulière. Et ce qui a été clairement rappelé, c'est que chaque projet doit porter sur l'ensemble des phases qui sont composées de trois, hein, la première, prévention et préparation, la deuxième, détection et réponse, et la troisième, restauration et adaptation. Donc chaque proposition doit adresser des problématiques de chacune de ces trois phases ABC. Si on regarde de plus près la phase prévention et préparation, on s'aperçoit qu'il est mentionné et fait référence clairement à la base de données EFIS de l'Union européenne et la capacité à rendre plus dense et plus qualitative cette base de données par l'intégration de données européennes et nationales sur les causes, les tendances, les différents impacts des incendies. Il est mentionné également qu'il fallait tenir compte du caractère à la fois public et privé des zones concernées par les incendies, puisqu'une grande part des forêts en Europe sont des forêts de nature privée, sont privées. Et puis la capacité à mettre en place des dispositifs qui permettent l'accès à l'information par un plus grand nombre. Notamment, il est mentionné que tout ce qui est connaissance sur les niveaux de risque sont des choses qui sont assez disponibles, mais que leur diffusion peut être lacunaire en ce moment. Toujours sur la partie prévention et préparation, il est insisté sur la notion de résilience. Il y a quelques lignes qui traitent de la fumée, puisque à la fois donc, les fumées d'incendie de forêt sont très générateurs de gaz à effet de serre, mais aussi susceptibles d'engager des maladies et différentes affections chroniques. Et donc, il est indiqué qu'il devait porter une attention. Et puis, la capacité à développer une culture commune de prévention et de risque, notamment par le biais d'actions, qu'elles soient éducatives, de formation, la préparation des communautés, le mot communauté revient plusieurs fois, la sensibilisation, et puis la capacité aussi de développer et sensibiliser les communautés et les acteurs de terrain à développer leur autoprotection et leur autosécurité face à ces phénomènes majeurs. Dans la rubrique détection et réponse, on a une liste extrêmement dense d'enjeux et de capacités qui pourraient être traitées au niveau des propositions. Donc je vais essayer de les balayer rapidement, mais il n'y a pas vraiment de pondération. On a vraiment l'impression qu'il y a eu une volonté d'avoir une liste très exhaustive de ces sujets. Donc clairement, la notion de technologie spatiale ou technologie aérienne revient souvent, que ce soit pour capter des données ou pour développer des moyens de lutte. Il doit y avoir je pense, un intérêt tout particulier à utiliser les technologies spatiales. On a aussi des points qui concernent les moyens aériens, que ce soit de nouvelles capacités, avec plus de capacités, par exemple, à travailler la nuit. Vous le savez très certainement, mais les moyens aériens qui luttent contre les incendies de forêt actuellement ne travaillent que le jour, puisque la nuit ne dispose pas des technologies le permettant. Travailler aussi sur de nouvelles générations d'hélicoptères ou d'avions, ou la transformation de moyens qui sont utilisés dans d'autres applications, notamment civiles, pour qu'elles soient plus adaptées à la lutte contre les incendies de forêt, ou alors encore des nouvelles solutions de retardant ou d'extinction des feux. Les activités peuvent concerner aussi tout ce qui va concerner la connaissance des feux en temps réel par la capacité à capter des informations, à les modéliser, à les comprendre, à les cartographier. Également des capacités de formation pour permettre une meilleure montée en compétences des différents acteurs et une meilleure dispositif qui permette de coordonner les opérations, puisque les opérations nécessitent souvent l'implication de nombreux acteurs de différentes agences et que leur coordination opérationnelle est essentielle, également en intégrant la communication vers le grand public en utilisant les réseaux sociaux. Et pour finir sur cette partie détection et réponse, on s'aperçoit qu'il est mentionné aussi
les capacités d'alerte, notamment si on regarde sur des feux majeurs comme en Grèce ou au Portugal, les systèmes d'alerte et d'information des populations qui leur auraient permis de se préparer et de s'adapter ont été un petit peu défaillants. Donc je pense que ça, c'est un sujet extrêmement important. Et puis la capacité à gérer, par exemple, des opérations aériennes qui mobiliseraient des moyens pilotés et non pilotés sur une même opération, ou de nouveaux équipements de protection pour les intervenants. Donc encore une fois, puisque les intervenants pompiers actuellement n'ont pas forcément des matériels qui permettent de répondre à tous les incidents et toute leur virulence. Donc encore une fois, on s'aperçoit que dans cette rubrique détection et réponse, on a une liste extrêmement dense et extrêmement exhaustive. Donc il ne faut pas imaginer pouvoir répondre à tous les sujets, mais en identifier peut-être quelques-uns qui seraient pertinents avec les deux autres enjeux A et C, qui seraient ceux de votre proposition. Sur la partie restauration et adaptation, qui est aussi un sujet extrêmement important et qui complète la réponse à la crise. Ce qui est demandé, c'est également de travailler, par exemple, sur les données spatiales qui permettraient de favoriser la gestion durable des sols et la restauration des écosystèmes. Sur la capacité aussi à accompagner les communautés, donc encore une fois, le mot communauté revient sur la gestion durable des écosystèmes, des forêts ou des sols. Et puis, le mot gouvernance également revient dans cette rubrique avec peut-être l'accompagnement d'autorités ou de communautés locales dans la meilleure gestion de ces activités de prévention et de protection qui mobilisent souvent différentes agences et différentes agences publiques et différents acteurs publics et privés pour régler un seul et même sujet qui est celui des incendies de forêt. Alors, vous l'avez noté, il est indiqué des impacts attendus extrêmement chiffrés et détaillés, et notamment avec des impacts qui soient sur la réduction des surfaces brûlées, le nombre de feux, l'émission, etc., etc. Ce qui signifie que les propositions devront démontrer en quoi les travaux qui seront faits durant le projet pourraient permettre de contribuer à ces impacts-là d'ici 2030, qui sont les objectifs européens. Clairement, on est sur le dépassement de l'état de l'art, donc c'est un sujet IA avec OTRL, et on doit être capable d'amener en fin de projet des solutions qui seraient directement applicables et qui auraient un impact important. Et la référence à l'implication des utilisateurs finaux qui sont assez nombreux et pluriels, très divers, est également clairement mentionné, donc ce qui signifie la capacité à démontrer au stade de la proposition que le projet est entièrement connecté à ces différents utilisateurs et que le consortium connaît bien les différents enjeux et saura mobiliser ces utilisateurs dans l'ensemble du déroulé du projet sur l'ensemble des sujets. Il est tellement marqué souvent le sujet projet européen tel que Copernicus ou autre, qu'il faudra bien évidemment pleinement intégrer et démontrer la coopération avec le système d'information EFIS, avec le centre de gestion des connaissances, avec le mécanisme européen de protection civile et avec d'autres dispositifs et mécanismes qui existent au sein de l'UE, puisque les projets sont souhaités à fort impact, ils doivent être nécessairement connectés à l'ensemble de ces organisations. Et puis peut-être un dernier point pour la coopération avec les utilisateurs finaux. Vous connaissez peut-être IFAFRI, qui est un forum international dont la gouvernance actuellement est assurée par la Commission européenne et qui a vocation à fédérer un petit peu les réflexions des intervenants dans le domaine du secours et de la sécurité intérieure. Et donc ce qu'il est demandé aussi, c'est de collaborer clairement à ces travaux de standardisation et de réflexion internationale pour des solutions communes entre les différents pays qui participent à ce forum. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette présentation assez rapide, mais néanmoins dense, puisque le call lui-même est extrêmement dense, et je vais passer la parole à mon collègue Sébastien, qui va pouvoir vous parler aussi de l'actualité de recherche et des différentes initiatives européennes qui existent dans le domaine des incendies de forêt pour que vous ne proposiez pas aussi des projets qui seraient redondants avec des activités déjà en cours, mais bien complémentaires.
Bien, merci. Donc, Sébastien Lahaye du cluster Safe également, le temps que la présentation change. Alors, il y a une première slide qu'on va pouvoir balayer rapidement juste pour situer mon profil. Alors, je ne sais pas si je peux changer moi-même les slides. Voilà, très bien. Donc voilà, moi j'ai été officier sapeur-pompier pendant 20 ans dans le sud de la France avant de faire un doctorat sur les feux extrêmes, y compris en Australie. Et puis aujourd'hui, je suis au sein du Cluster Safe, coordinateur de différents réseaux et d'un projet européen d'acteurs autour de l'incendie, un projet qui s'appelle FireE. Donc normalement, vous voyez là maintenant la photo sur le Portugal. Alors, je voulais juste illustrer un peu l'historique derrière l'appel. L'historique des incendies en Europe a été marqué ces dernières années par deux très gros événements qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est l'année 2017 au Portugal, où avec un épisode au mois de juin et un autre au mois d'octobre, dans des conditions assez extrêmes, des conditions météo extrêmes, mais surtout liées à un problème d'utilisation du sol avec une densification de la monoculture d'eucalyptus. On a eu un feu extrême avec plus de 110 morts sur ces deux épisodes au Portugal. Et puis un an plus tard, on a la Grèce, sur la péninsule de Mati, où là, on a de façon extrêmement rapide, en quelques heures, un incendie qui a tué plus de 96 personnes et détruit énormément d'habitations. Et là, c'est un tout autre problème qui s'est posé, c'est celui de l'interface forêt-habitat et de l'impréparation complète de la population avec un incendie qui a déboulé et qui a tué beaucoup de gens dans cette zone de résidence en bord de mer. Alors, ces deux événements nous amènent vers la notion de feu extrême, puisque c'est ce qui est au cœur de cet appel. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on définit un incendie extrême? Et là, il y a une publication de 2018 qui est majeure à ce niveau-là, puisqu'elle a clairement défini incendie extrême comme certes quelque chose qui est lié à des notions de propagation, de météo, mais aussi et surtout quelque chose qui est lié aux impacts et aux interactions avec les populations. Jean-Michel parlait des communautés tout à l'heure, donc des populations qui sont touchées. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on se pose, c'est celui des incendies extrêmes. Maintenant, si on fait un petit retour sur les projets de recherche qui ont été financés en Europe ces 20-25 dernières années, je vous invite à vous plonger dans ce rapport qui a été produit en 2018, puisque la DGRTD a produit a fait une relecture de tous ces projets pour en tirer un peu les grandes conclusions. Ce qu'on voit déjà, c'est que la Commission européenne a investi 100 millions d'euros sur un peu plus de 20 ans, à mettre en rapport avec les 75 millions d'euros qui vont être a priori fléchés sur le Green Deal sur ce 1.1, donc c'est vraiment conséquent par rapport à ce qui est investi. 60 projets ont été revus par la DGRTD, et là encore, on retrouve, comme vous le voyez sur le schéma de gauche, un schéma qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur la définition des incendies extrêmes. C'est-à-dire que une des conclusions du rapport, c'est bien de considérer que la question des incendies en Europe, ça n'est pas qu'une question de comportement du feu ou de moyens de lutte. Même si beaucoup de projets y ont été consacrés, puisque c'est ce qui est mis en avant, c'est que les projets au début ont surtout porté sur des logiciels de propagation du feu, notamment. Aujourd'hui, il est bien question de dire que le feu doit être quelque chose de totalement intégré et qu'on doit intégrer tous les éléments de l'aménagement du territoire, qui est quelque chose d'essentiel, à la résilience des populations, qui est là aussi une des composantes essentielles. Et ce rapport, dans ses préconisations, pointe un certain nombre de choses. En premier lieu, le fait qu'il faut rééquilibrer la prévention par rapport aux moyens de lutte. On parle aussi d'intégrer mieux les différents aspects de l'incendie, aussi bien le management du feu que les aspects socio-économiques et environnementaux. La notion d'interaction entre les systèmes qui sont aujourd'hui beaucoup trop organisés en silos. Et puis, on parlait de gouvernance tout à l'heure, bien comprendre quelles sont les réalités locales, les réalités encore une fois socio-économiques qui guident les incendies. D'autres éléments forts qu'on retrouve dans ce rapport, c'est bien la notion de prévention, encore une fois,
il est mis un accent fort sur la nécessité de parler de gestion paysagère et d'encourager les thématiques autour de l'agroforesterie, de la bioéconomie, du pastoralisme qui ont été trop négligées dans les projets récents. Le premier projet à avoir pointé ça, c'est Fire Paradox, qui est un gros projet européen, c'était un FP7 si mes souvenirs sont bons, qui a pointé du doigt cette lacune en Europe. Les questions de gouvernance, on en a parlé. En ce qui concerne les technologies, il est clairement mis en évidence le fait que des technologies disponibles, il y en a. Il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, le problème tient surtout à l'absence d'intégration de ces technologies et l'absence d'utilisation par les utilisateurs finaux. Et puis, la notion d'acceptation du risque par la population, pour lesquels il est clairement mentionné qu'il faut s'inspirer d'initiatives locales et mettre à une échelle un peu plus importante des actions de sensibilisation qui peuvent être menées, un peu à l'image de ce qui est fait en Australie depuis une quinzaine d'années. Alors, j'ai pas cité les différents projets. Je vais peut-être le faire en marge de cette diapo pour conclure sur les projets, pour vous dire qu'il y a actuellement un appel en cours. C'est le LC CLA 15-20-20 qui, avec une deuxième phase de soumission qui va se clore là, fin août, un consortium qui va être retenu, un projet de 10 millions d'euros sur la prévention du risque feu de forêt. Donc on est sur une écriture du sujet qui est très proche de ce qui va apparaître dans le Green Deal, avec un focus néanmoins qui est plus sur la recherche. Et la quasi-totalité des thèmes traités dans le topic 1.1 du Green Deal sont également des thématiques qu'il est demandé de traiter sur l'aspect recherche dans ce LC-CLA 15-20-20. Maintenant, si on se situe du côté des opérationnels du secours que nous avons, qui sont nos interlocuteurs du réseau FireIn, qui sont organisés en 5 thématiques dans notre réseau. C'est un projet H2020 que nous menons là depuis 3 ans et demi maintenant. Comme vous voyez sur cette diapo, il y a un groupe de travail, le 3, qui s'appelle Landscape Fire. Là aussi, ça fait référence au fait que même si on parle de feux de forêt en Europe, aujourd'hui, la thématique des feux de forêt n'est plus une problématique de feux de forêt, mais bien une problématique de feux de paysage au sens large, parce que les feux aujourd'hui sont des feux qui se propagent à la fois dans des friches agricoles et puis dans des interfaces habitat urbains. Et lorsqu'on consulte ces opérationnels de l'incendie et du secours de cette thématique, eh bien, ce qu'ils nous disent, et que j'ai essayé de synthétiser dans cette diapo, et c'est d'ailleurs cette diapo que l'on a fait remonter sous forme de policy brief à la Commission européenne il y a quelques mois, et qui quelque part a servi un peu de base aussi à l'écriture de du Green Deal, de ce topic 1.1. Eh bien, quelque chose qui va peut-être vous paraître paradoxal ou en tout cas inattendu, c'est que les opérationnels de l'incendie et du secours, donc les pompiers en d'autres termes, eux-mêmes nous disent qu'aujourd'hui, l'effort doit moins être mis sur la lutte que sur la prévention. Et clairement, il a été dit dans plusieurs ateliers de travail, investissez moins sur la lutte aérienne. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de plus de prévention et de plus d'intégration des moyens. Une question qui revient souvent aussi, c'est celle de l'interopérabilité transfrontalière. Ces feux étant alors transfrontalières ou trans-services, les incendies de forêt, d'espaces naturels mettent souvent sont des problématiques compliquées à gérer et qui font appel à différents services venus d'endroits différents et avec des cultures différentes. Et on a souvent un problème d'interopérabilité des systèmes d'information, des systèmes de communication et même de la prise de décision. On revient sur les thématiques de prévention avec la nécessité d'intégrer le risque dans les plans d'aménagement, qu'ils soient agricoles, forestiers. Combler le fossé entre technologie et utilisateurs. Les opérationnels du secours sont conscients qu'il y a un certain nombre de technologies disponibles, connaissent même assez souvent ces technologies. La grosse difficulté, c'est que ces technologies ont souvent été développées sans eux, on les a consultées tardivement, et qu'elles ne sont donc pas applicables ou trop chères, ou enfin, en tout cas difficilement exploitables. Les questions d'exode rural, ça réfère à toutes ces questions de prévention et d'aménagement et de sensibilisation au risque. Responsabilisation de la population.
L'idée qui revient très souvent, c'est qu'il faut sortir du vous, citoyens, soyez rassurés, les services de secours sont là pour vous protéger, pour aller vers prenez en main votre sécurité face à ces feux extrêmes, parce que lors de ces incendies extrêmes, les services de secours ne sont souvent simplement plus en capacité de venir vous porter secours. Et puis la nécessité d'avoir des décideurs politiques qui soient correctement sensibilisés et informés et qui aient, disons, toutes les cartes en main, qui connaissent tous les éléments du risque. Et puis je vais conclure en citant un certain nombre de best practices qui ont été évoquées lors de ces ateliers, parce que ça aussi, c'est ce que la Commission européenne nous avait demandé, de faire remonter un certain nombre de bonnes pratiques utilisées par les utilisateurs finaux. Eh bien, c'est par exemple une initiative en Catalogne d'impliquer les acteurs locaux, la population, dans la cartographie du risque, en mettant une valeur de risque à différents patrimoines, par exemple. Ce sont toutes les questions de réseau qui apparaissent. Alors en France, le réseau Boulage-Érigé, en Angleterre, on a des réseaux qui se mettent en place sur l'utilisation et l'usage du feu. Le système de commandement intégré de crise avec des systèmes qui nous viennent des États-Unis et puis aussi des choses qui émergent un peu en Europe pour voir comment, dans un contexte international, on peut, avec des cultures différentes, commander un grand feu. Des questions de prévention du risque à l'interface bâti-forêt, qui va bien au-delà des questions de débroussaillement de la forêt, mais qui intègre des questions d'aménagement urbain notamment. Les compétences, l'échange de compétences et d'expériences au niveau transfrontalier et entre décideurs opérationnels et acteurs locaux, et notamment un réseau développé par le GFMC, notamment en Europe de l'Est. Et puis toutes les questions de sensibilisation de la population et toutes les initiatives auprès des écoles, des populations qui mêlent sciences sociales, art et sciences dures pour responsabiliser et sensibiliser la population. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Bon, merci. Bon, j'ai vu qu'on a seulement 2 questions. Et la première question, c'est d'Yves Amaric. Et d'Yves, quel est le spectre de compétences scientifiques attendues? Bon, il avait posé au début de la présentation, je pense que Jean-Michel avait répondu depuis, mais je laisse Jean-Michel répondre. Et puis il pose, Yves, la deuxième question, quel est le consortium type? Alors, concernant la première question, je pense que on peut dire que l'appel à projet est extrêmement large et il pourrait être attendu des compétences et un apport scientifique et de recherche également extrêmement large. Alors bien sûr, dans les thématiques très orientées autour de la forêt et de l'incendie, mais aussi quand on parle de mobilisation des communautés, il peut y avoir des thématiques sur les sciences humaines qui seraient totalement différentes. Il est attendu aussi d'apporter un regard socio-économique, donc qui peut faire appel aussi à des compétences encore spécifiques. Sébastien a parlé aussi de la protection du patrimoine culturel et de l'héritage. On peut aussi avoir des compétences un peu différentes. Et puis, bien sûr, toutes les compétences des technologies, le spatial qui est mentionné, je ne sais pas combien de fois, mais de manière très nombreuse fois. Et puis, donc je pense qu'il faut voir clairement l'approche globale et vraiment spécifiée au début du call. Il faut présenter des propositions qui auraient valeur de représenter cette approche globale avec vraiment des équipes pluridisciplinaires. Je pense qu'il faut répondre absolument en équipe pluridisciplinaire à ce call. La deuxième question, c'est, Armand, tu peux me répéter? Quel est le consortium type? Oui, tu avais répondu plus ou moins. Oui, la deuxième question, je ne l'ai pas encore posée. Alors, oui, le consortium type, une équipe pluridisciplinaire, c'est certain. On est sur un des projets qui devront avoir un fort impact. L'impact, quand même, il est clairement chiffré et mentionné, même si ce qui est mentionné, c'est l'impact Horizon 2030 pour l'ensemble des activités européennes, mais la contribution à cet impact-là est nécessaire. Et donc, si on est sur des niveaux TRL hauts, le leader, le coordinateur doit refléter aussi ce positionnement. Et si on est sur des projets à vocation d'être un petit peu de démonstration,
la team, le team leader, le core team leader de la proposition doit refléter aussi ce positionnement et en équipe, bien sûr, pluridisciplinaire, impliquant des utilisateurs finaux. Oui, merci. Il y a une question qui vient d'arriver qui est liée au type de consortium. Ça vient de Natalia Loët. C'est quel type d'organisation peut être coordinateur de ce type de projet? Donc, qui va être le coordinateur d'un tel projet? Alors, bon, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question-là. Potentiellement, tout partenaire justifiant d'une compétence à coordonner des projets d'ampleur. Ce qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'un projet à 15 ou 20 millions, c'est forcément un très grand nombre de partenaires. Et donc, il faut démontrer que le coordinateur a la capacité à manager des projets d'une telle ampleur et sur un scope thématique aussi large. Après, le coordinateur peut être aussi en duo avec une autre entité qui ne serait pas coordinateur, mais qui assurerait la vocation de coordination technique ou de coordination scientifique, parce qu'encore une fois, sur des équipes pluridisciplinaires touchant un spectre aussi large, il peut être difficile pour le coordinateur d'assurer, d'avoir ce portage de vision pluridisciplinaire. Donc après, moi je pense qu'il serait assez, personnellement, je pense qu'il serait assez peu approprié qu'un organisme de recherche soit coordinateur, puisqu'on attend un TRL haut et un fort impact, donc ça ne reflèterait pas tout à fait l'état d'esprit du COOL, mais ce n'est pas interdit. Et après, on peut avoir des coordinateurs de nature très diverse, des industriels, des entités type association, etc., qui fédéreraient les communautés, des end-users, etc. Mais je pense que la capacité à coordonner des gros projets et avoir une vision d'ensemble sera vraiment à démontrer pour le coordinateur. D'accord, merci. Et la dernière question, ça vient de Chloé Richard du CNRS, que je remercie de le poser parce que c'est une information en même temps. Donc, il dit que le draft, l'appel en cours, donc 1.1, le topic 1.1 sur les incendies de forêt dans le Green Deal, est très semblable à l'appel à projet LCCLA 15 2020. Et qui ne visait le financement que d'un seul projet. Donc cet appel, j'ai regardé ça concerne quand même les feux de forêt, mais pour réduire les risques de feux de forêt qui ne parlent pas beaucoup donc des forêts des feux intensifs. Puis la question, c'est y a-t-il une différence entre les deux appels ou s'agit-il d'un financement complémentaire sur la même thématique? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Pour l'autre appel, c'est qu'il faut dire, voilà, c'est que l'appel qui vient d'être clôturé, c'était clôturé en février. C'est un appel à 10 millions d'euros, alors qu'on est ici à 75 millions d'euros. Et c'est une vraie RIA, donc c'est un sujet qui est de recherche et innovation. Ici, dans le Green Deal, et Pierre, il l'avait dit dans un autre webinaire, que le RIA ne ressemble pas du tout au RIA qui est dans Horizon 2020. Ici, RIA, c'est une information comme quoi tout le monde sera financé à 100%, plus les 25% qui correspondent au coût indirect. Mais quand on lit le projet, on est à des TRL très élevés. C'est un sujet d'intégration et ce sont essentiellement des sujets d'intégration. Donc, dans le Green Deal, tel qu'on voit les choses, ce sont des sujets vraiment d'intégration. Et donc, dans l'autre appel, il y avait certainement des TRL assez élevés, mais il y avait, à mon avis, il y aurait un peu plus de recherche. Même chose, donc la réponse aussi est oui, c'était plus ou moins, c'est que l'autre appel finançait un seul projet. Ici, on va financer de 5 à 6 projets dans l'appel Green Deal. Moi, tel que je vois les choses. Si je peux ajouter quelque chose, oui, je pense que vous avez à peu près tout dit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que un montage de projet dans le cadre du Green Deal là, devra forcément établir des liens avec le consortium qui aura été retenu sur le LCCLA 15-20-20, parce que certes, le TRL de sortie, etc., est différent, mais les thématiques sont très très proches. En effet, on parle aussi de feux extrêmes, on parle aussi de prévention, de lutte et de restauration. Donc, il faudra évidemment établir des liens, notamment avec ce projet. D'accord, merci Sébastien.
toute façon, c'est important aussi d'établir les liens avec FireIn du moment où on monte un projet, c'est vraiment très important parce que c'est le consortium des utilisateurs. Bon, donc, il n'y a plus d'autres questions concernant donc, le topic 1.1, donc on va passer au topic 1.2. Olivier? Olivier Olivier charge la présentation, je pense. Alors peut-être avant qu'Olivier charge la présentation, donc Pierre Paco, j'ai le plaisir de vous présenter le topic 1.2 concernant les villes et la neutralité climatique des villes. Nous allons... alors Olivier, c'est pas forcément cette présentation-là, ou alors tu vas directement à la partie 1.2, mais c'est pareil. Hein. Donc je suis donc Pierre Paco, je suis représentant au MESRI, ministère Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation. Je suis représentant au comité de programme pour les aspects de mobilité et également pour le cluster 5 concernant Horizon Europe, donc énergie, climat et mobilité. Et également représentant de la France pour la mission ville, et on va en toucher un mot justement parce que ce lien est assez en relation, en contact avec la mission ville, mais pas que. Je prendrai les questions éventuelles à la fin de la présentation. Ok, donc comme tous les autres sujets du Green Deal, hein, on a une date de candidature, une date de clôture qui est en janvier 2021. La date précise reste à figer, mais c'est aux alentours du 20 janvier probablement, peut-être un petit peu avant. Le type d'action, comme le disait Armand avant, en fait, c'est une RIA, mais c'est une RIA un peu particulière, vous allez voir. Le budget par projet, c'est le budget de l'enveloppe globale, hein, qui est de 53 millions d'euros aujourd'hui. Ça peut bouger un petit peu, hein. On n'est pas sur la version finale, mais on est sur un draft extrêmement avancé, hein, comme les autres propositions probablement. Donc du coup, on bougera peut-être un petit peu hein, sur les aspects de budget ou sur les aspects de contenu, hein, de texte, mais ça va évoluer à la marge. Hein. Vous pouvez vraiment travailler sur cette base-là, elle est extrêmement proche de ce qui sera diffusé au mois de septembre, à l'occasion, juste avant, les R&I Days. Donc, on est sur le topic 1.2, vers des villes climatiquement neutres et socialement innovantes. Alors, peut-être avant de commencer, un petit mot sur la mission ville. Comme certains d'entre vous le savent, Horizon Europe va avoir une déclinaison également de la recherche et innovation sur le pilier 2, qui va être en parallèle des clusters et qui va toucher des approches très transverses. On a 5 missions, dont une mission qui est vers des villes climatiquement neutres en 2030, climatiquement neutre, excusez-moi, c'est avant tout sur les aspects de CO2, mais également sur les aspects de polluants. Ce sont des grands projets finalement transverses qui touchent l'ensemble des domaines pour aider les villes à atteindre cette neutralité climatique à horizon 2030, puisque vous le savez que c'est l'objectif aussi de l'Europe, d'être sur cette neutralité climatique et sur l'ensemble du continent européen en 2050. Donc c'est une action, la mission ville, qui va permettre justement à 100 villes d'essayer d'atteindre dans un périmètre qui reste à définir. Hein. On n'est pas sur des villes au sens strict du terme, on peut être sur des districts, enfin en français sur des quartiers, sur des agglomérations également, ou sur des regroupements de petites villes ou des petites villes. C'est un gros appel à projet hein, qui touche plusieurs centaines de millions d'euros, qui sera lancé en 2021. Et si je vous en parle ici, c'est que cet appel Green Deal est notamment tourné vers cette mission ville. Alors, le but de cet appel, ça va être de constituer une plateforme one-stop shop pour assister les villes qui sont désireuses d'une transformation vers la neutralité climatique et une société davantage tournée vers le développement durable. Alors, les mots qui sont importants ici, c'est le terme de plateforme. On entend ici une équipe technique européenne. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de développer des travaux de recherche et innovation, comme dans la grande majorité d'écoles, hein, à un stade plus ou moins avancé, plus ou moins amont ou plus ou moins aval. En général, dans le Green Deal, c'est plus aval. Mais bien de constituer une équipe technique. One-stop shop, ça c'est le terme dans le jargon un peu européen pour dire que ce sera un peu dans l'esprit guichet unique, c'est-à-dire que cette équipe sera au service d'un ensemble de villes et il y aura évidemment une plateforme unique. Il n'y aurait aucun intérêt de dupliquer les plateformes puisque le but même justement c'est de concentrer les efforts pour apporter une aide à l'ensemble des villes. D'où l'intérêt justement évidemment d'avoir un seul projet et donc du fait que les 53 millions sera affectés à un projet, ce qui fait un projet évidemment d'envergure, mais vous allez voir que le périmètre est assez vaste quand même. Hein.
Alors, pour assister les villes, donc désireuses d'une transformation vers la neutralité climatique, clairement, ça s'oriente vers les villes qui seront ces fameuses lauréates de la mission ville. On parle de 100 villes, mais ce ne sont pas les seules villes. C'est-à-dire que n'importe quelle ville qui aura un plan ambitieux pour baisser les émissions de CO2 et baisser les émissions de polluants pourra très bien s'adresser à cette équipe technique, à cette assistance technique, de telle sorte d'avoir, on va dire, les bons conseils et un certain nombre d'aides pour atteindre leur objectif. Cette équipe sera bien entendu multicompétence, vous allez voir, parce que les profils doivent être variés pour essayer de répondre finalement à toutes les attentes et pour assister, donc on a dit, les collectivités européennes. Alors, il y a 4 activités. Évidemment, vous allez bien comprendre que les 4 activités ne sont pas 4 activités au choix, c'est-à-dire que les équipes qui devront répondre et l'équipe lauréate devra avoir en son sein des personnes qui sont capables d'adresser les 4 thématiques. Vous verrez, 1, 2, 3, c'est assez proche dans l'esprit. Le 4e est un petit peu à part. Alors, les impacts attendus pour commencer. Alors, ils sont assez divers. On ne va pas les détailler ici. Vous verrez plus en détail. Je vous rappelle et je vous renvoie au site H2020 du ministère de la Recherche, là où vous êtes inscrit pour participer à ce webinaire. Vous verrez que sur la droite, il y a un petit encart avec l'ensemble de ce qui est, comme on l'a dit, des drafts aujourd'hui, mais au même niveau d'information que ce que je vous donne là. Vous verrez tous les détails. Évidemment, il faut lire en détail pour avoir tous les impacts qui sont attendus, mais vous verrez, il n'y a pas de grande surprise. Alors, parmi ceux-là, ce qui me paraissait le plus important, c'est d'abord de définir des aspects de méthodologie complète, voire des modèles pour les villes qui souhaitent atteindre cette neutralité climatique d'ici 2030. Et là, on est sur un ensemble, finalement, de méthodologies, de modèles, mais aussi de compétences qui sont technologiques, certes, mais beaucoup qui sont non technologiques. Donc, il faut bien insister sur ce plan-là. Par exemple, les aspects de gouvernance, de participation citoyenne, d'innovation sociale, les aspects financiers qui sont clés, évidemment, vous en doutez bien, les aspects politiques, les aspects numériques aussi, tous ces aspects qui font que finalement, dans un esprit systémique et de synthèse, les équipes seront capables d'atteindre cette neutralité climatique. Et vous voyez bien, et vous le savez, qu'on est bien au-delà de lever un verrou technologique en tant que tel. Pierre, excuse-moi, les slides ne passent pas. Ah, alors les slides ne passent pas. Alors si je prends le contrôle, ça pourrait aller un peu mieux. Alors si vous ne voyez pas les slides, c'est un peu embêtant. Est-ce que là, vous voyez les slides? Le slide. Oui. Donc il commence par impact attendu. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon. Oui. Vous n'avez pas pris le contrôle, excusez-moi. Donc le premier aspect, c'est donc cet aspect de méthodologie et de modèle. Le deuxième aspect, c'est autonomiser les villes et les communautés locales grâce à l'innovation sociale pour la mise en œuvre du Green Deal. Alors le terme est un peu large. Clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déficit en termes de compétences dans les villes. Les villes sont, comme vous le savez, très prises par le quotidien. Les plus grandes villes, on va dire, celles qui ont les moyens de construire des vraies visions pluriannuelles, voire à 10 ans, à 20 ans, se dotent de ces compétences, mais c'est vrai que beaucoup de villes sont en attente finalement d'un certain nombre de conseils, et le but également, c'est de les faire monter en compétences pour qu'elles prennent quelque part leur autonomie et être capables de construire, on va dire, ces roadmaps et ces plans seuls, ou en tout cas avec un niveau d'autonomie un peu plus fort que ce qu'il y a aujourd'hui. Et de le faire évidemment avec les citoyens. Donc ça, c'est un point clé, qui est un point clé commun au Green Deal, qui se retrouve d'autant plus dans le périmètre de la ville, puisque quand on parle ville, on parle avant tout de citoyens. Il faut que chacun finalement se reconnaisse dans ses plans, que chacun en prenne vraiment la part et que se sente partie prenante. Donc il y a tout aussi des méthodologies de telle sorte à faire participer les citoyens et de prendre des décisions qui permettent d'en rassembler le plus grand nombre. Le troisième point, c'est de mettre en place des mesures permettant la neutralité climatique pour les principales villes et quartiers participants, évidemment, c'est-à-dire de les aider à apprendre et à planifier ces actions-là et ensuite de les mettre en œuvre. Par améliorer des modes de transport durables et actifs, réduire les externalités négatives des transports urbains et périurbains. Là, j'ai fait un focus sur les aspects de transport, mais vous verrez qu'il y en a d'autres, évidemment, sur les points clés liés aux émissions de CO2 en particulier. Alors, ça peut être évidemment les transports, mais ça peut être également les aspects de réseau énergétique, ça peut être l'intégration d'énergie verte et d'énergie renouvelable dans la ville, ça peut être les aspects de réseau, etc.
Il y en a d'autres, je ne rentre pas plus dans le détail, je vous laisse regarder. Évidemment, ça donne vraiment toute l'envergure de ce qui est attendu ici. Et je ne reviens pas sur l'idée que les villes neutres en climat seront les villes de la mission ville, mais pas uniquement. Alors, si je passe au transparent suivant, j'espère que là vous le voyez bien. Et si on passe maintenant aux activités, on a des 3 premiers types d'activités qu'on va dire c'est une activité d'aide et de conseil. Alors, sur ces activités-là, évidemment, l'équipe pourra s'alimenter de sa propre expérience, hein, mais aussi et surtout de faire l'état de l'art de ce qui existe. Alors, la première activité, c'est plan d'action, est nommé plan d'action climatique et innovation pour le Green Deal. Alors, là aussi, plusieurs points. Développer des indicateurs de l'impact de l'action climatique dans les villes, des méthodologies de pilotage et de contrôle des émissions, les solutions réglementaires, institutionnelles, gouvernance financière, conception. Alors, je vais m'arrêter peut-être sur les 3 premiers points et sur d'autres qui suivent, notamment innovation en termes de gouvernance. Là, on est sur tout ce qui peut aider les villes. Alors, par exemple, sur les indicateurs de l'impact de l'action climatique dans les villes. Ou bien le deuxième point, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, bon, il faut être capable finalement de faire un état des lieux avant, pendant et à l'issue de cette action. Si on se projette en 2027, il faudra être capable de dire, ben voilà, ma ville qui a suivi notamment les conseils de cette équipe technique a baissé les émissions de temps, les émissions de CO2 de temps. Donc pour ça, il faut évidemment doter les villes de certains nombres de moyens, d'outils et d'instruments qui permettent de faire un bilan avant et après. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un exemple ici. Et ça montre bien que finalement, on a en tête un certain nombre d'actions qui ont été menées par des équipes, soit nationales, soit européennes, dans des projets divers et variés. Cette équipe-là devra avoir un très bon regard de ce qui a été fait, de telle sorte de pouvoir orienter, pas forcément avoir réponse à tout, mais de pouvoir orienter en disant, pour telle ville qui chercherait telle information, de les trouver à tel ou tel programme, dans tel ou tel programme, dans tel ou tel projet. Le 4e point est intéressant également, aider à la conception d'un Climate City Contract. Alors ça, c'est assez à la mode et ça va l'être également dans la mission ville, puisque cette mission ville, la première action, donc vous avez bien compris, la mission ville, c'est quelque chose qui est à part, et cette équipe d'assistance technique devra aider notamment les lauréates de cette mission ville. Dans cette mission ville, les villes qui seront lauréates devront signer ce qu'on appelle un Climate City Contract, c'est-à-dire un contrat qui va unir l'ensemble des parties prenantes importantes qui auront un rôle à jouer dans la neutralité en carbone à l'horizon de 2030. Ça peut être des acteurs, alors c'est évidemment la ville, c'est évidemment l'Europe avec la Commission, mais c'est également la région, ça peut être également l'État de la ville en question, voire des acteurs privés, voire des centres de recherche-innovation qui auraient un rôle clé. L'idée, c'est bien d'être capable de mettre autour de la table tous ceux qui sont en capacité de lever des verrous. Et donc, cette équipe technique du Topic 1.2 devra aider aussi à concevoir et à mettre en œuvre ce type de contrat finalement. Innovation en termes de gouvernance, assurer un lien entre les villes impliquées dans le Climate City Contract pour partager et diffuser les bonnes pratiques. C'est l'idée de réseau, puisque en fait, dans la mission, mais aussi de façon générale, dans beaucoup de calls actuels, l'idée c'est dès la conception finalement de grands plans d'action de recherche-innovation, de mettre plusieurs on va dire plusieurs, alors dans ce cas-là, plusieurs villes, ou ça peut être plusieurs industries, etc., qui rencontrent le même type de problème, les mettre en relation dès le départ pour pouvoir avancer ensemble. L'idée est également ici de créer des réseaux de villes, il en existe aujourd'hui, mais plus particulièrement par rapport à cet objectif. Sur la deuxième activité, préparation et financement de projets d'investissement, beaucoup de villes remontent le fait que c'est un peu le nerf de la guerre, les aspects d'investissement, les aspects financiers de façon générale. Et clairement, il faudra aller chercher pour les villes un grand nombre de moyens de financement. Alors ça peut être du public. Le public, c'est l'Europe. Le public, c'est la France. Ce sont les régions. Ça peut être aussi le privé, évidemment. Et
cette équipe ne va pas être, et c'est un peu dommage d'ailleurs, on a essayé de porter cette voie-là, mais dans l'occurrence dans la mission ville, mais ces villes n'auront probablement pas, même à terme, un guichet unique, hein, ce qui serait bien pratique, en tout cas pour les financements publics, mais devront s'adresser encore à un certain nombre de guichets, notamment européens, d'investissement. L'idée, c'est que l'équipe technique du 1.2 les guide, en fait, hein, les accompagne par rapport à ça, ne prépare pas forcément le dossier à leur place, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on le comprend, mais en tout cas, les accompagne dans cette recherche de financement. Activité 3, innovation sociale et engagement citoyen. Alors bon, on revient un peu, je ne vais pas refaire une redite de ce que j'ai dit juste avant, hein, mais c'est de faire en sorte que, on voit bien, hein, l'innovation sociale, c'est en plein essor. Certaines villes sont beaucoup plus avancées que d'autres. Hein. Certaines villes mettent en place, hein, notamment, c'est un des exemples, c'est pas le seul, mais des comités de quartier qui permettent finalement, notamment à Paris, ça se fait assez bien, aux citoyens d'exprimer des priorités et également d'exprimer des moyens finalement pour avancer ensemble sur un certain nombre de problématiques et dont les problématiques environnementales. Clairement, là aussi, cette équipe technique devra prendre le meilleur des expériences dans les différentes villes européennes et voire même au-delà pour les retransférer à d'autres. Et puis la dernière activité qui est très particulière, qui est un peu en marge des autres. Alors quand je dis en marge, c'est sûrement pas en marge en termes de budget, hein, mais c'est une seule activité sur les 4. Mais la commission se dit qu'il est quand même utile de prévoir également des projets de recherche et innovation en tant que tels, qui seraient en appui des problématiques que rencontrent les villes et qui n'auraient pas encore trouvé de solution dans l'état de l'art actuel. Donc cette équipe technique ne réalisera pas de travaux, donc là il faut vraiment lever ce qui peut être une incompréhension ici, mais par contre elle sera l'équipe qui permettra de définir quel appel à projet et de définir tout le process finalement de définition d'appel à projet, de sujets qui sont des sujets de recherche-innovation importants qui devront lever des verrous aujourd'hui qui se posent et devra donc gérer tout le processus un peu comme un ERANET. Hein. Donc ça, alors je vous dis ça, c'est ce qui a été dit par la commission en termes officieux, hein, ça n'apparaît nulle part, il faudra voir après le détail. Mais l'idée, c'est bien de gérer un budget, de gérer des appels et de gérer un budget un peu comme des plateformes le font aujourd'hui, un peu comme GPI Urban Europe le fait aujourd'hui, ou d'autres, hein, évidemment. Donc c'est une compétence très particulière qui devra aussi être en contrôle, hein, à la fois en contrôle du budget, puis aussi en contrôle aussi livrable. Et là aussi, il commence à avoir on va dire un peu des règles, hein, qui sont un peu un point de détail aujourd'hui, hein, pour ceux qui répondent, mais ces appels à projets auxquels les villes, mais aussi d'autres acteurs de la recherche-innovation devront répondre, devront se faire aussi en jumelant des villes qui rencontrent le même type de problème. Voilà. Alors, encore une fois, si vous êtes un organisme de recherche, ne comptez pas pouvoir répondre à ces appels à projets. Je dirais presque au contraire, puisque en fait, vous ne pourrez pas être jugé partie en lançant des appels à projets et y répondre également. Voilà. Alors, c'est quoi ce qui est important finalement, hein, ce qui nous paraît important? Alors, c'est un peu prétentieux les arguments qui font la différence. Bon, voilà, nous, c'est ce qu'on capte en fait. Hein, c'est qu'on capte. Quand on est au contact des project officers, c'est ce qu'on capte comme ce qui peut être intéressant et là où il faut être particulièrement attentif. Alors, la première chose, évidemment, parce que c'est le cœur du métier, c'est l'expertise des membres. Ce sera forcément une équipe pluridisciplinaire, ce sera forcément une équipe qui sera issue de nationalités différentes, qui seront quand même très proches de la vie européenne, pas forcément tous les membres implantés à Bruxelles, mais en tout cas très proches de ce qui se fait à Bruxelles, et qui auront chacun, on va dire, une expertise, voire plusieurs expertises. Vous avez vu, le domaine est quand même assez large. Et il va falloir argumenter par les références, parce que clairement, il va falloir dire en quoi chacun des membres peut être très pertinent dans le type de réponse qu'elle peut apporter aux villes. Alors sur la connaissance des enjeux, évidemment, sur les moyens pour y répondre. Attention, ne vous focalisez pas trop sur les compétences technologiques et pensez bien aux compétences aussi non technologiques. Ce qui est important, évidemment, c'est aussi une activité de service. Hein. Donc du coup, c'est d'être bien à l'écoute des difficultés, d'avoir une connaissance, on va dire, pratico-pratique des questions qui se posent. Donc, il faut quand même des membres qui sont régulièrement au contact des administrations aussi et des villes, ou en tout cas, alors, pas forcément, soyons pas trop restrictifs, pas forcément des administrations, mais en tout cas d'être vraiment au fait des problématiques qui se posent de façon très pratique.
sur la capacité de service de toutes les villes clients. Alors le deuxième point qui me paraît important, c'est la capacité à collaborer avec la commission et les réseaux existants. Parce que vous savez évidemment qu'il y a un certain nombre de plateformes à l'Europe, alors vous en avez dans tous les domaines, et vous avez notamment dans le domaine de la ville. Et il y en a un certain nombre. Il y en a qui s'adressent à la ville en tant que telle, il y en a qui s'adressent aux organismes de recherche et innovation qui sont dans le domaine de la ville, il y en a qui s'adressent aux régions, il y en a qui s'adressent aux industriels qui sont dans le domaine de la ville, etc. Donc il y en a un certain nombre, et on peut se poser la question finalement, n'est-ce pas une plateforme en plus? C'est une question qu'on a posée en direct à la commission. Alors, ce qu'ils veulent vraiment, c'est réaliser une activité de synthèse. Donc là, il va falloir montrer la valeur ajoutée, en fait, et la complémentarité par rapport aux plateformes qui, telles que l'on comprend aujourd'hui, peut-être, et sans vouloir interpréter de façon un peu outrancière, quelquefois, toutes ces plateformes ne travaillent pas complètement ensemble tous les jours main dans la main. Et il va falloir faire un lien, en fait. D'où l'intérêt également, peut-être dans les équipes projets qui répondront, de mêler aussi des membres de ces plateformes actuelles. Alors, par exemple, ça peut être Eurocities, mais je vous donne un exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y a Police, etc. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc, Eurocities joue un rôle peut-être un petit peu clé dans la mission ville. Je pense que ça peut être intéressant aussi de les mettre dans la boucle et d'en faire des membres. Ce n'est pas une condition sine qua non, absolument pas. Mais c'est quand même un plus. Capacité à tisser des liens avec l'initiative, les outils aussi nationaux, parce que on sait ce qui se passe dans les grands programmes européens, puisque c'est en fait très piloté par H2020 aujourd'hui et demain par Horizon Europe. La Commission cherche absolument les synergies avec les actions nationales. Le mot, veut dire, l'un des mots-clés aujourd'hui, c'est synergie, et c'est de ne pas faire des choses redondantes, ne pas faire des choses qui existent déjà aujourd'hui. Donc, toutes les initiatives et les bonnes pratiques nationales seront un plus, et il faudra justement s'en inspirer. Il faudra que cette équipe soit au courant de ce qui existe. Et puis la capacité, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, à intégrer l'état de l'art, évidemment. Et puis, il y a le troisième capacité, on va dire, qui est importante, c'est cette fameuse activité 4, parce que ça va être un budget qui va être quand même significatif. Je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, c'est 60% et au-delà du total, donc des 53 millions d'euros. Dans ce 60%, c'est un peu de frais de gestion. C'est quoi? C'est 5%. Enfin, je ne sais pas, je vous donne un chiffre comme ça, mais ça ne va pas au-delà. Et puis tout le reste, c'est du budget qu'on va donner après dans ces appels à projets. C'est une responsabilité qui est forte, évidemment. On parle de 20 à 30 projets, ce qui me paraît un peu fort, mais enfin, ça veut dire quand même des projets relativement petits, qui ne vont pas tellement dépenser les 1 à 2 millions d'euros, puisqu'en fait, vous prenez 60% de 53 millions et vous divisez par 20, ça fait à peu près ça. Et il y a toute cette activité-là, on va dire, autour de la préparation d'école, la définition, le lancement, la partie expertise qui n'est pas l'expertise en tant que telle, qui ne sera pas réalisée par la plateforme, mais plutôt par une équipe indépendante, comme ça se fait à chaque fois sur les programmes européens. Et puis, il y a les aspects aussi en cours, de suivi, des disséminations et d'impact. Bon, clairement, on n'est plus sur une activité de gestion ici. Et pour les activités, un point que je n'ai pas mentionné avant, pour les activités 1, 2, 3, ce qui est important également, quand il va falloir suivre un grand nombre de villes, alors, il n'y a pas de nombre en tant que tel, mais enfin, ça va largement au-delà de 20. On n'attend pas non plus d'avoir un suivi sur le terrain de chacun des projets, évidemment. Donc ça va plus être une plateforme qui va aider en complément, mais ce n'est pas une plateforme de pilotage de l'ensemble des projets menés par chaque ville, évidemment. Je crois que je vous ai dit, alors peut-être pas tout, sûrement pas tout, mais l'essentiel de ce qui me paraissait utile sur ce topic 1.2. Et je suis à l'écoute pour vos questions. Alors, je ne sais pas si les collègues PCN en ligne, je peux peut-être en prendre les dernières, celles que je vois. Alors, il y a une question, là, je vais les prendre peut-être à rebrousse-poil. Comment l'activité 4 s'articulera avec le partnership DUT qui cible aussi les appels à projets sur ces sujets? Alors ça, c'est une excellente question. Parce que typiquement, on peut très bien se dire, mais on parle de la même chose. Le partnership DUT, donc c'est la plateforme, le co-funded qui va succéder à JPI Urban Europe et qui traite vraiment les aspects villes. C'est un instrument encore à part. DUT ne s'adresse pas qu'aux villes, bien que c'est un point quand même assez clé. DUT mène vraiment des actions de recherche et innovation, mais vous avez tout à fait raison, cette activité 4, ça va être une activité un peu en plus, peut-être plus focalisée que DUT, peut-être moins avec des sujets d'envergure, probablement, mais je vous avoue que
on avance un peu progressivement et tout n'est pas forcément hyper clair. Voilà. Alors, il y a Madame Durocher qui veut prendre la parole. Et après, je reprendrai peut-être les questions de chat. Ah non, c'était peut-être une main levée un peu plus tôt. Monsieur Amalric, l'équipe doit-elle s'appuyer sur des approches de type systémique? Faut-il établir un lien entre émissions de CO2 et mode de consommation dans les villes? Alors oui, c'est très systémique. C'est clairement très systémique. Je pense qu'il va falloir avoir quand même quelques compétences clés dans le domaine de l'énergie, du transport, et puis, comme on l'a dit aussi, non, on va dire, sur le point de vue des questions de gouvernance, les aspects financiers, et puis il va y avoir beaucoup de systémiques. Et puis quand on parle de gouvernance ou de financier ou d'autres, ou de réglementaire, etc., beaucoup de systémiques. Hein. Donc oui, clairement, les verrous, ils sont là. Ils sont vraiment dans le systémique, donc je pense qu'il va falloir argumenter sur cet aspect-là. Le systémique est souvent moins bien compris que le thématique, hein, donc ne misez quand même pas tout dessus. Je pense que certains restent quand même assez sensibles sur des verrous plus thématiques. Mais oui, clairement, faut-il établir un lien entre émissions de CO2 et mode de consommation dans les villes? Oui, je vous laisse à la rigueur aussi à votre compétence et à votre connaissance sur l'ensemble des émissions de CO2, mais il y en a une partie qui est effectivement liée au mode de consommation dans les villes, tout ce qui va permettre de rapprocher le producteur du consommateur aidera à ça. Et aujourd'hui, en fait, en tout cas c'est la volonté de l'Europe, mais c'est aussi la volonté des villes, d'attaquer les problématiques de CO2 dans une approche très systémique et ne pas se concentrer sur une seule thématique. Donc cet aspect de mode de consommation sera probablement l'un des aspects qu'il faudra adresser. Madame Schuster, pouvez-vous confirmer que l'action de la plateforme retenue courra jusqu'en 2027? C'est pas hyper clair. C'est pas hyper clair. C'est une des questions qu'il faut que l'on pose. C'était l'intention au départ. Alors, juste avant de vous rejoindre, j'ai relu quand même, parce que j'ai eu exactement la même question que vous. Je n'ai pas retrouvé de date. C'était une problématique qui se posait dans les itérations précédentes. En fait, la dernière itération a lieu aux alentours du 19 juin. Mais clairement, quand j'ai interrogé la personne en charge de ça, elle me disait, bah oui, on voudrait bien et il faudrait voir si le budget le permet. Entre-temps, il y a eu les 53 millions, qui est une enveloppe confortable. Enfin, c'est pas non plus hyper confortable. Et clairement, il va falloir dire si cette équipe peut assister cette assistance, enfin, qui peut assurer cette assistance technique de bonne qualité jusqu'en 2027. Là, il faut clairement faire, on va dire, un bon équilibre entre le nombre de personnes et aussi jouer dans la durée, parce que je pense que c'est vraiment de l'intention de la Commission d'aller jusqu'en 2027. Mais ça fera partie des questions qu'on continuera à poser. Ensuite, on ne voit pas les slides présentés, mais ça c'était au début de mon intervention. Je crois. Ah, et pouvez-vous parler plus doucement, s'il vous plaît? Ben, excusez-moi, j'ai parlé un peu fort. Voilà, je vois seulement votre remarque maintenant. Pierre, il y a d'autres questions, je peux les lire si tu veux. Ouais, les candidatures peuvent-elles se construire autour d'un quartier et d'une ville, mais avec une réponse coportée par plusieurs échelons de compétences, ville, intercommunalité, voire région, car les thématiques demandées sont portées en France par plusieurs niveaux d'institutions? Alors, donc là, vous ne parlez pas la personne qui pose cette question-là ne pose pas la question sur le topic en lui-même, parce que vous avez compris que le topic, c'est au service de ces villes. Par contre, quand on parle de ville, oui, on parle de ça. C'est-à-dire que ça peut être un quartier. En fait, le périmètre est aujourd'hui très flou, mais volontairement flou. C'est-à-dire que les personnes assistées ou les entités assistées peuvent être des quartiers, mais peuvent être aussi des villes, peuvent être des quartiers soutenus par des villes, peuvent être des quartiers soutenus par des régions. Donc on parle vraiment d'un territoire dont on sent bien que le territoire ne peut pas être très très large, puisque neutralité carbone en 2030, pas forcément facile d'avoir un territoire très large avec cet objectif-là. Mais voilà. Donc oui, je tendance à dire la réponse est oui. Oui, voilà, il faut sortir de la définition des villes qui était en cours pendant H2020, qui était une définition officielle avec un nombre minimum d'habitants, etc. Là, c'est vraiment ville au sens métropole, quartier. Enfin, c'est pas
c'est pas la commune en question. Oui, c'est-à-dire que non, il faut vraiment ne pas se focaliser sur ça. Je pense qu'il faut aller au-delà d'un îlot urbain, parce que ça, je pense que c'est vraiment un peu petit. C'est-à-dire que si on dit d'un groupe d'immeubles, non, là, on est quand même un peu trop petit. On peut parler d'un quartier ou d'un gros quartier. Et puis, si le territoire n'est pas trop dense, on peut aller aussi au-delà, de faire d'un groupement de petites villes qui s'associent ensemble, d'un territoire, même un territoire rural. C'est tout à fait, ça peut tout à fait être accepté, hein. Une autre question plus pratique, comment se faire connaître de ceux qui monteront un projet? Ah. Question piège. Ça, c'est la grande question. C'est à la fois la question piège et puis la question un peu bateau, hein, parce qu'elle est importante en fait, hein. Quand je dis bateau, c'est pas qu'elle a aucun intérêt. Au contraire, évidemment, beaucoup d'acteurs se posent les mêmes questions. Alors moi, je vous encourage à vous rapprocher des plateformes européennes, hein, parce que c'est là que ça se joue, et d'aller sur le site de la Commission, de voir évidemment ces plateformes qui existent, parce qu'elles sont un peu au cœur du réacteur. Et je pense que les actions qui seront gagnantes quelque part, probablement elles impliqueront, comme on l'a dit, des acteurs de ces plateformes-là européennes. Et puis aussi, il y a les pôles de compétitivité sur les domaines un peu clés de la ville. Énergie, numérique, bâtiment, transport. Ce sont des endroits où vous allez voir finalement des consortia qui se créent. Mais honnêtement, c'est pas toujours simple, hein. Je sais pas, Emmanuel, si tu as des conseils par rapport à ça, mais en général, les PCN et les GTN sont assez peu au courant. Les consortia qui se créent souvent ne le diffusent pas à tout vent, hein. C'est secret. Un conseil, c'est de vous tenir au courant, informé des R&I Days, Research and Innovation Days, qui auront lieu fin septembre virtuellement, qui au départ devaient se tenir à Bruxelles, mais là, ça se fera virtuellement pour... un des buts des R&I Days, c'est de faire du networking entre porteurs de projets pour notamment les réponses à l'appel Green Deal. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront organisées autour de chaque topic, etc. C'est un très bon conseil, effectivement, Emmanuel. Je ne l'avais pas en tête, alors que souvent on nous le dit, effectivement. Ne misez pas tout sur ça, quand même, hein, parce que c'est une intention et c'est normal, hein, ça se veut aussi un endroit de réseautage, hein, comme tu l'as dit. Maintenant, il va y avoir beaucoup de gens qui cherchent. Assez peu de gens qui vont dire, moi j'ai un réseau, j'ai une plateforme qui se crée, venez me voir. Voilà. Donc, il va falloir que vous activiez vos réseaux aussi à part. Bon, il y a une question, mais on y a déjà répondu. Avez-vous une définition de la ville en termes de taille, type d'aménagement? Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Oui, un EPIC peut-il candidater au call, étant entendu qu'il ne participera pas au call qu'il lancera dans le cadre du projet? Alors, en fait, la question est intéressante. Donc, la réponse est oui, vous pouvez. Effectivement, hein, vous pouvez être à la fois un partenaire et puis aussi, pourquoi pas, un leader, hein. Alors, rien n'est indiqué contre ça, hein, donc évidemment. Il va falloir vraiment, surtout si vous êtes leader, mettre en avant le réseau que vous avez dans ce domaine-là de la ville, hein. C'est quand même clé, parce que sinon vous n'allez pas être crédible. Peut-être ayez en tête quand même les avantages que vous pouvez avoir à être dans une plateforme comme ça qui va forcément mobiliser des ETP sur une certaine durée. Alors, jusqu'à 2027 ou peut-être un peu moins, mais sur une certaine durée. Je pense qu'il y a 2 points clés. La première chose, c'est qu'au-delà de l'expertise que vous allez apporter au départ, vous allez en gagner évidemment énormément, puisqu'en étant au service de la ville, vous allez voir passer beaucoup de verrous qu'ils rencontrent, évidemment. Et puis vous allez vous renforcer évidemment sur l'état de l'art. Donc après, pour vos entités, vous ressortirez de là, ou soit en parallèle, soit à l'issue, avec une beaucoup plus grosse expérience que ce que vous avez aujourd'hui. Donc vous allez travailler peut-être avec un membre de votre entité. Je pense que ça mobilisera guère plus, je pense. Je ne crois pas trop à un petit nombre d'entités qui trusterait une plateforme comme ça, me semble-t-il.
avec à chaque fois 10 personnes. Alors, il faut que votre entité elle soit vraiment dans tous les domaines de la ville, ça me paraît un petit peu difficile. Et puis comme on a dit que c'était très transnational et très européen, ça va être un peu difficile aussi. Donc imaginons que vous avez un membre qui œuvre à cette mission à cette plateforme pendant un certain temps d'années. Cette personne-là va avoir une expérience extraordinaire aussi au service de votre entité. Le deuxième point, c'est évidemment le réseau, puisque là, vous allez, pour qui veut développer des services pour les villes, là, vous allez être au contact que vous ne pourrez peut-être pas valoriser directement, hein, puisque vous n'allez pas avoir une activité, entre guillemets, commerciale pendant cette activité-là, ou alors il faudra le faire avec beaucoup de finesse, évidemment, mais ça va quand même vous faire un carnet d'adresses assez extraordinaire. Alors, ensuite, des questions de M. Descourtil. Comment peut-on faire pour faire des hypothèses sur les 100 villes de la mission ville? Alors là, je ne comprends pas très bien la question. Aujourd'hui, les 100 villes, elles n'existent pas. Il va en avoir sur tout le territoire européen, des petites, des grandes, des moyennes, des avancées, des moins avancées, etc. Chacune va avoir ces types de verrous qui seront à peu près un peu toujours les mêmes, mais qui vont s'inscrire dans on va dire, un contexte très national également. On peut s'attendre à ce que les villes de Norvège et les villes du Portugal et les villes de Roumanie ne rencontrent pas tout à fait les mêmes problématiques en termes de réglementation, par exemple, hein, qui sont des prérogatives plus nationales. Donc, faire des hypothèses, je ne vois pas trop de quoi on parle, mais ouais, il faut couvrir l'ensemble, je dirais. Alors, deux autres questions. Combien de partenaires et combien de pays sont attendus? Là, on est... alors, combien de partenaires, c'est pas écrit, et ce sera jamais dit. Je pense qu'il faut quand même quelque chose qui soit très large, de beaucoup de nationalités différentes. Donc, on est dans les règles de H2020 d'un RIA, hein. Donc, c'est 3 pays minimum, mais ne visez pas seulement 3 pays. Visez vraiment une couverture très large, puisqu'en fait, ne serait-ce que pour la mission ville, l'objectif de la commission, c'est vraiment d'avoir des villes dans tous les pays d'Europe. Donc, je pense que ce sera peut-être difficile que vous ayez des membres de chacun des pays d'Europe. Bon, peut-être un peu difficile, mais c'est peut-être atteignable, hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est un grand nombre. Je ne vais pas mouiller, mais un grand nombre à 53 millions d'euros, et puis avec toutes les compétences qu'il faut, à mon avis, il faut beaucoup d'individualité et il faudra justifier aussi et argumenter sur la force après du collectif, qui risque de ne pas être simple, hein, parce que c'est pour le réseau de Bruxelles, il se connaît, hein, déjà. Maintenant qu'un spécialiste de la finance de France et puis un spécialiste, je ne sais pas moi, des verrous réglementaires en Bulgarie, bon, ils peuvent ne pas se connaître au départ, hein. Donc bon, il va falloir argumenter là-dessus. C'est l'un des exercices. Le minimum informel, je ne sais pas, c'est les règles de H2020, c'est combien un minimum? Je crois qu'il n'y en a pas, il manque à 3 pays, je dirais qu'à 3 c'est assez bon, quoi. Mais à 3, ça n'aurait pas de sens. Je pense que là, il faut largement viser au-delà de 20, me semble-t-il. Mais bon, c'est mon interprétation. Bien, je pense qu'on peut peut-être arrêter là si vraiment il y a des questions qui restent. Merci de vous adresser à l'adresse aux différents PCN, donc PCN transport, PCN environnement aussi. On peut avoir réponse à des questions sur ce topic-là, qui est très transversal. Donc, on peut passer, je pense, au 1.3, Olivier. Merci beaucoup. Peut-être avant que Olivier nous passe le slide suivant, répondre à une question qui reste. L'assistance technique suppose qu'un dialogue puisse être établi avec les villes et quartiers. L'équipe doit être forte pour initier les questions des villes. Non, ce n'est pas leur attente. Je pense que là, il faut plutôt être en attente des questions qui se posent. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc je suis Laura Seden, je suis point de contact national pour le PCN, point de contact national environnement. Et donc, on va finir ce webinaire avec le 3e appel de ce domaine 1 sur l'ambition climatique de l'Europe. Et donc, voilà, c'est l'appel qui s'appelle des packages d'innovation pour rendre les régions européennes résilientes au changement climatique.
Donc là, sur cette première slide, vous avez les infos un peu techniques, à savoir le code topic qui vous permet de retrouver l'appel sur le portail du participant. En termes d'informations de base, donc, comme tous les appels de l'appel Green Deal à juin 20, la soumission se fera en une étape. Ce sont les règles de participation standard d'Horizon 2020 qui s'appliquent. Donc, comme ça a bien été dit, au minimum 3 entités légales de 3 pays différents. Le budget global de cet appel 1.3 est de 45 millions d'euros. Et comme vous le voyez, il se décline en 2 sous-topics assez différents. Un sous-topic 1 sur donc ces fameux packages d'innovation pour aider les régions européennes, et les communautés européennes à mener une transformation, une adaptation au changement climatique, qui est donc ce topic 1 est une action d'innovation qui prévoit en termes de budget 10 à 15 millions d'euros par projet. Et on a un second sous-topic qui est donc une CSA, une action de coordination et de soutien, qui vise à soutenir ces packages d'innovation du sous-topic 1. Donc le topic 2 vient en appui du topic 1, des projets qui seront sélectionnés au topic 1. Et donc la CSA le budget prévu est de 3 millions d'euros. Donc le texte de la commission actuellement ne précise pas la répartition de ces 45 millions d'euros entre le sous-topic 1 et le sous-topic 2, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une CSA qui vienne en soutien de plusieurs actions d'innovation. Voilà. Pour vous donner une idée. Et oui, donc comme ça a été bien dit par mes collègues, je ne me répète pas, donc là, les informations qu'on vous donne aujourd'hui, elles sont sur la base d'un draft qui a été publié par la Commission européenne, qui date du 12 juin, et donc certainement que les textes seront mis à jour, donc il faudra bien faire attention à travailler sur le programme de travail final. Donc j'espère que le passage des slides se fait sans accroche et que vous voyez bientôt. Donc pourquoi cet appel? Donc l'origine disons le constat qu'on fait et que tout le monde partage, c'est évidemment que le changement climatique suit une trajectoire préoccupante et qu'il faut trouver des solutions pour y répondre. Et qu'une transformation radicale est nécessaire pour répondre rapidement, trouver des solutions pour réduire la vulnérabilité des communautés européennes face au changement climatique et trouver des solutions de résilience. L'idée est là, c'est en fait un petit peu comme le topic précédent, c'est-à-dire que c'est un appel qui va venir vraiment pour nourrir la mission climat, donc la mission adaptation au changement climatique, y compris la transformation sociétale. L'appel en question vise vraiment à proposer des solutions, des pré-solutions, faciliter un peu le travail de la mission climat. Et donc comment? En faisant la démonstration de solutions systémiques et à grande échelle pour l'adaptation au niveau régional et pour déclencher des changements de comportement et aussi permettre d'avoir des prises de décision qui soient informées, basées sur la science, etc. Donc là, oui, je voulais insister, mais je voulais insister sur le fait que vous allez voir, tout le texte mentionne la notion de région, la notion de communauté. C'est volontairement laissé très très large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de définition de la notion de région ou de communauté. Le but étant que chaque proposition qui soit faite, en particulier pour les actions d'innovation, le sous-topic 1, puisse proposer en fait des cas précis, des cas concrets à mettre en œuvre et qui soit, qu'on justifie, que chaque proposition justifie son cadre géographique. Donc il ne s'agit pas du tout de région au sens où on pourrait l'entendre au niveau français ou au niveau européen d'ailleurs. Donc il faut, ce sera vraiment à chaque proposition de construire son argumentaire de pourquoi on a choisi telle zone ou telle autre. Donc la deuxième chose, le deuxième objectif, c'est de développer donc des aides à l'adaptation qui soient adaptées donc
pour soutenir les régions et les communautés qui sont les plus vulnérables. On va voir vraiment qu'il y a une volonté aussi que les propositions soumises priorisent des régions qui sont les plus en difficulté. Donc voilà, comme ça j'ai déjà dit, les projets serviront à pré-identifier des solutions pour faciliter la mise en œuvre de la mission climat qui sera lancée dans le cadre d'Horizon Europe. Donc au niveau des impacts attendus, donc comme pour l'ensemble des appels qui sont financés dans le cadre de cet grand appel Green Deal H2020, il s'appuie sur un certain nombre de stratégies qui ont été mises en place par la Commission européenne il y a plus ou moins longtemps. Il y en a certaines qui sont très très récentes et d'autres qui existent depuis un certain temps. Donc la première, c'est la stratégie sur l'adaptation au changement climatique qui existe déjà depuis 2013, qui a été réévaluée en 2018 et qui vise à améliorer la coordination au niveau européen pour permettre de faire de l'Europe faire une Europe plus résiliente au changement climatique et pour promouvoir l'action des États membres en particulier. Les stratégies sur la ligne suivante de la biodiversité, bioéconomie, économie circulaire, elles font vraiment partie du nouveau du nouveau socle qui a été mis en place par la Commission européenne qui a pris ses fonctions à l'automne dernier. Et donc, il y a ces stratégies qui sont sorties ces derniers mois et qui, les stratégies pour la biodiversité 2030, ce genre de choses qui font vraiment la base du Green Deal actuellement. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir une vision d'ensemble, je vous recommande vraiment d'aller voir le webinaire qui présente l'ensemble de l'appel Green Deal et dans lequel il y a un représentant de la Commission européenne qui donne un peu le cadre et que je trouve très très instructif. Et il présente un petit peu ses stratégies, donc je vous invite à aller regarder. Et donc le troisième socle sur lequel va s'appuyer cet appel précis de package d'innovation pour les régions européennes, c'est donc le programme Clean Air for Europe, qui est donc un programme qui existe depuis quelques temps aussi, qui comporte en gros un volet juridique d'un certain nombre de directives pour lutter contre la pollution de l'air, mais aussi des actions, disons, plus de soutien, des mesures pour favoriser la coopération, les capacity building, ce genre de choses. Donc voilà, donc vraiment l'appel devra s'appuyer, les propositions déposées devront s'appuyer sur ces stratégies-là et contribuer à y répondre. Elles devront également contribuer à la relance économique dans une situation post-Covid-19 et encourager les transformations dans toutes les régions et les secteurs. Donc ça, c'est vraiment, l'appel Green Deal, il s'inscrit maintenant très clairement dans une situation post-Covid de relance économique. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans les propositions. Le troisième impact, c'est augmenter la résilience des communautés et leur capacité à réagir au changement climatique. Donc c'est vraiment identifier des solutions qu'on peut mettre en œuvre, qui sont adaptées au niveau local aussi. Et donc ces trois impacts attendus portent sur les deux sous-topics, c'est vraiment le cadre des deux sous-topics, et puis ensuite il y en a un spécifique pour la CSA, donc le sous-topic 2, qui vise à améliorer l'accès aux solutions et mettre en œuvre aussi des synergies avec d'autres initiatives existantes comme Climate Adapt, qui est une plateforme en gros destinée aux instances de décision qui regroupe un certain nombre de solutions déjà pour mettre en œuvre des politiques d'adaptation au changement climatique. Et donc évidemment, comme tous les projets là, qui ont déjà été présentés, le but c'est pas de partir de zéro. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été financées, notamment par Horizon 2020, et donc de pouvoir construire sur ces initiatives déjà existantes, dont Climate Adapt fait partie. Il y a évidemment les services Copernicus qui ont été aussi mentionnés par mes collègues, sur lesquels il faudra s'appuyer. Donc c'est Copernicus, je pense que tout le monde connaît maintenant, d'observation de la Terre, avec le service spécifique pour le changement climatique. Donc maintenant, en termes d'activité, je commence par le sous-topic 1, donc la mise en œuvre vraiment de ces packages d'innovation pour l'adaptation et la transformation des régions communautés et des régions et des communautés face
au changement climatique. Donc l'idée, c'est de mettre en œuvre et de tester des solutions dans un certain nombre de systèmes, de key community systems, que ce soit la santé, l'agriculture, la forêt, l'aquaculture, la pêche, l'environnement, la biodiversité, les énergies propres ou le transport, et de démontrer comment elles peuvent contribuer à la résilience de ces régions. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est vraiment attendu de la Commission européenne qu'il y ait une priorisation des systèmes en fonction de ceux qui ont besoin d'être plus protégés des impacts du changement climatique. Donc voilà, il faut prioriser les régions vulnérables. Elles sont plus vulnérables parce qu'elles ont une plus grande exposition, parce qu'elles sont plus sensibles ou parce qu'elles sont moins prêtes à pouvoir s'adapter, elles ont moins une capacité restreinte, voilà, à s'adapter aux risques. Et donc ce sont ces zones-là, pour ne pas appeler régions, parce que ça porte un peu à confusion, en tout cas au niveau français, aider ces zones-là à réagir, donc à mettre en place des solutions pour réagir aux impacts du changement climatique. Ces solutions, elles doivent évidemment être multi-échelles et multisectorielles, donc on attend vraiment une variété de solutions, et elles doivent aussi assurer une transition équitable et une justice environnementale. Cette notion de justice et de transition juste, c'est quelque chose qui court dans tout l'appel Green Deal et qui est vraiment important, de prendre en considération. Il faudra intégrer les analyses et la gestion des risques, et des risques multiples, les effets cascades et puis l'interdépendance entre les systèmes. Utiliser les services climatiques, donc j'ai mentionné Copernicus déjà. Stimuler l'engagement citoyen, ça, de la même manière, ça fait partie des notions qui apparaissent qui courent un peu dans tout l'appel Green Deal actuellement. Il y a vraiment cette notion de citizen empowerment, de vraiment donner un peu plus de pouvoir aux citoyens et de les intégrer davantage dans les solutions qui sont proposées. Et enfin, ce premier sous-topic 1 de package d'innovation devra aussi s'inspirer de bonnes pratiques disponibles dans d'autres programmes, que ce soit des projets donc H2020, LIFE, des projets soutenus par l'Acquis Climat ou des fonds structurels, la Banque européenne d'investissement et puis évidemment toutes les initiatives nationales, régionales, etc. Donc je passe du coup au sous-topic 2, qui est donc la CSA qui va venir en soutien à ces packages d'innovation. Donc le but, c'est d'aider à définir et à évaluer ces packages d'innovation et aussi à faire une mise à l'échelle. Le upscaling, c'est vraiment quelque chose de très important aussi, de pouvoir aussi faire en sorte que ça s'applique, que ce soit réapplicable à d'autres régions, etc. Et donc, la CSA, elle devra répondre à 3 grands types d'activités. Donc, d'abord, l'engagement des citoyens et des régions. L'idée, c'est de pouvoir mener des activités d'éducation et de formation dans différents secteurs, d'impliquer évidemment les régions. Je pense qu'en termes de cet appel-là, en tout cas, il est très clairement ciblé vers les collectivités territoriales, quel que soit le niveau. Du coup, je pense que ce soit les villes, les régions, les départements, en tout cas pour ce qui concerne la France, mais ce sera la même chose chez les partenaires européens. Le lien avec des réseaux de villes ou régions. Je pense que mon collègue précédent aussi a dû mentionner la Convention des maires pour le climat et l'énergie, qui rassemble plusieurs milliers de collectivités maintenant, qui s'engagent à mettre en œuvre des objectifs de l'Union européenne en matière de climat et d'énergie. Et donc, vous pouvez aller voir, par exemple, sur le site, donc vous avez le lien hypertexte sur la présentation. Tous les signataires, donc tous les maires qui ont signé, ou toutes les villes, disons, qui ont signé cette convention, s'engagent à élaborer un plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat dans un délai de 2 ans. Et donc, en fait, tous les plans d'action sont consultables sur le site de cette convention des maires pour le climat et l'énergie. Et donc, il faudra bien évidemment construire à partir de ces éléments. Je pense que, d'ailleurs, ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent monter un consortium d'aller voir aussi les villes qui sont déjà engagées dans ce type d'action.
Et enfin, il faudra donc soutenir les régions dans l'identification et le dépassement de barrières institutionnelles, réglementaires ou financières dans la mise en œuvre des packages. Donc, il y a évidemment, et comme dans les deux projets qui ont précédé, tout un volet gouvernance qu'il faut évidemment, qu'il est indispensable de prendre en considération. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des solutions qui sont systémiques, et donc il faut à la fois vraiment toucher tous les acteurs, depuis ceux qui vont définir les solutions jusqu'aux utilisateurs finaux, et en même temps répondre à, voilà, être multisectoriel aussi, dans le sens où on va aussi s'attaquer aux questions de gouvernance qui peuvent bloquer la mise en œuvre de ces packages d'innovation. Donc ensuite, le deuxième point auquel la CSA devra s'attaquer, c'est le suivi et l'évaluation de ces packages d'innovation, avec le développement d'indicateurs. Donc évidemment, on s'attend à ce que la CSA elle soit en lien assez étroit avec les propositions qui sont sélectionnées pour le sous-topic 1, pour pouvoir en permettre le suivi et l'évaluation. Donc on imagine aussi très bien que les projets qui sont sélectionnés, puisqu'on en attend plusieurs, les projets qui sont sélectionnés dans le sous-topic 1 devront avoir un lien assez étroit entre eux aussi. Identifier les causes en cas d'inadaptation des packages au niveau régional, et envisager les questions de réplication. Voilà, donc faire en sorte que les packages soient réutilisables ou interopérables à d'autres échelles. Et enfin, ils devront également développer un portefeuille de solutions, qu'on imagine assez large, voilà, pour soutenir les régions dans l'identification, la cartographie des solutions, la levée de fonds pour soutenir les packages en question. L'idée, c'est aussi de pouvoir encourager un environnement favorable à la mise en œuvre des projets des projets d'innovation, des innovation packages, et enfin créer une plateforme en ligne ou voire développer à partir des plateformes existantes. Donc on pense notamment à Climate Adapt, mais il y en a sûrement d'autres. Donc ça, ce sont les activités un peu qui sont attendues pour la CSA de cet appel. Voilà, donc ça c'est à peu près en quelques mots. Je suis allée un peu plus vite que mes collègues, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est en quelques mots un peu l'appel 1.3 de ce grand appel Horizon 2020 Green Deal. Évidemment, c'est un appel qu'on verra qu'une fois, qui est très ciblé sur les impacts et qui s'inscrit dans une transition entre H2020 et Horizon Europe. Et donc, évidemment, on s'attend aussi à ce que, comme on l'a déjà dit, cet appel 1.3 devra nourrir un peu les réflexions de la mission pour l'adaptation au changement climatique. Mais évidemment, on sait que voilà, donc l'idée c'est aussi de pouvoir faire cette transition et que il y a des appels sur le climat, il y en aura aussi dans Horizon Europe. Donc voilà, je vous ai mis aussi d'ailleurs, vous savez, je pense maintenant que toutes les mission boards ont tous rendu leur copie. On a les rapports intermédiaires de chaque mission board. Donc je vous ai mis celui de la mission climat disponible ici, mais ils se trouvent tous en ligne relativement facilement. Et sinon, voilà, on sait que les questions de climat se retrouveront dans le cluster 5 du pilier 2 d'Horizon Europe. Et puis, évidemment, toutes les notions d'environnement au sens un peu plus large seront dans le cluster 6. Voilà. Bon, mes collègues ont déjà bien mentionné, donc je ne vais pas trop revenir sur le calendrier provisoire. Sachez que le programme de travail sera publié en même temps que l'ouverture de l'appel le 18 septembre, que la date limite des soumissions des propositions sera en janvier et que tous les projets devront être signés, contractualisés avant la fin de l'année 2021. C'est une obligation budgétaire, donc voilà, vous êtes prévenus. Et je finis avec des choses un peu plus générales. Juste pour vous donner des liens utiles, donc le portail du participant de la Commission européenne qui permet d'aller trouver les appels et puis d'y répondre directement, puisque maintenant tout se fait en ligne. Et puis je vous ai mis quelques liens de recherche de partenaires et de propositions de compétences. Donc au niveau du PCN, sur le site horizon2020.gouv.fr, on peut diffuser votre
votre offre de compétences. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez envie de la publier. Vous pouvez également aller sur le site du NCPSCARE, qui est le réseau européen des points de contact nationaux pour l'environnement, qui peut également diffuser vos propositions de compétences ou recherches de partenaires. Donc, vous pouvez aller voir d'ailleurs si vous avez des propositions qui sont en ligne. Un réseau qui est aussi intéressant, c'est le réseau EEN, donc Europe Enterprise Network. Donc vous avez le lien aussi et qui fait également qui propose aussi des opportunités de partenariat. Et puis ensuite, sur le portail du participant, sachez que vous avez aussi sur chaque appel, vous avez un petit bouton Partner Search tout en bas de chaque appel qui vous permet aussi de pouvoir créer un consortium, en plus évidemment de ce que, comme ont dit mes collègues, des RNA Days qui auront lieu en septembre et qui ont aussi une visée aussi de réseautage. Voilà, donc je vous ai remis les liens utiles ici et j'en ai fini avec ma présentation. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, donc je ne sais pas si Emmanuel, tu me fais la lecture des questions. Je vais remonter. Est-ce que c'est... Non, c'est les questions d'avant. Non. Je sais plus. Oui, les domaines étant volontairement larges, il est difficile d'identifier les laboratoires de recherche qui sont susceptibles de répondre aux appels à projets. Comment faire? Donc voilà, c'est l'objet des derniers slides de Laura, de vous renseigner sur différents sites et de prospecter un peu les différents sites qui sont à votre disposition. Oui, et par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment, voilà, l'idée, vous l'avez vu, hein, le sous-topic 1, c'est vraiment une action d'innovation, donc on s'attend à ce qu'il y ait, des impacts très visibles. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut aussi construire sur les plans d'action qui ont été mis en place déjà par certaines villes et identifier des zones. Le projet, cet appel-là, il n'est pas du tout spécifique aux villes, puisqu'il cible des régions, des communautés sans vraiment définition. Donc il faut aussi aller voir déjà ce qui a déjà été fait, et puis je pense que ça cible un petit peu moins effectivement les organismes de recherche, mais voilà. Alors, j'ai un projet EMR. Alors, est-ce que ça veut dire énergie marine renouvelable? Si oui, merci de le préciser. Je vis sur Saint-Nazaire. Concrètement, je m'oriente vers qui? Puis-je avoir un contact téléphonique avec quelqu'un de concerné dans ce domaine? C'est-à-dire concernant le topic 1.3 ou les EMR en général? Si c'est les EMR en général, oui, EMR, donc énergie marine renouvelable. Si c'est les EMR en général, je vous conseille d'aller revoir le webinaire sur le domaine 2, c'est ça, je crois, énergie, sur le site h2020.gouv.fr, horizon2020.gouv.fr. Et puis de contacter le PCN Énergie. Autre question, ce sont donc les mêmes consortia qui seront financés sur les deux sous-topics? Point d'interrogation. Comment être en lien si ce n'est en dupliquant les deux sous-topics et une autre qui est liée juste après? Et moi, j'ai du mal à faire défiler. Voilà. Et comment une CSA peut être en lien avec plusieurs IA sans les identifier? Donc, alors, je pense que je ne sais pas si Emmanuel, tu veux peut-être répondre, mais en tout cas, les rôles entre sous-topic 1 et sous-topic 2 sont très séparés, quoi. Il y a vraiment la définition des solutions à mettre en œuvre dans ces packages d'innovation dans le sous-topic 1 et le suivi et l'évaluation de ces solutions dans la CSA. Et c'est vrai que je suis d'accord, je pense que pour la rédaction, en tout cas de la CSA, c'est difficile de ne pas le faire sans avoir au moins un peu une vue sur le type de package d'innovation qui vont être déterminés.
pour moi, ça ne veut pas dire que ça doit être exactement les mêmes consortiums, pas du tout dans les deux sous-topics, parce que je pense qu'il y a des compétences qui sont assez différentes dans chacun. Et par ailleurs, je pense que le lien se ferait, enfin, on saura qui sera financé par la suite, mais je pense que les projets qui sont les projets les innovations, l'action d'innovation seront voilà, doivent être très clairement en lien avec la CSA de toute façon. Mais c'est vrai que je pense que c'est un enjeu. Je pense qu'il y aura certains partenaires qui seront dans les deux, quoi. Je vois pas comment ça peut être autrement. Après, dans les activités de la CSA à déposer à l'appel, il faudra prévoir dans les work packages un work package lien avec les différentes actions d'innovation, effectivement qui ne seront pas encore identifiées au stade du dépôt, mais prévoir le cadre pour ces interactions, quoi, dans la réponse à l'appel. Une autre information, le Climate Compass, Observatoire européen des services climatiques, hérité du projet H2020 Marco, est en cours de création et a vocation à se positionner sur l'appel 1.3. Donc vous avez le lien dans le chat et c'est Vincent Chauvet. Donc j'imagine que c'est un appel à contribution. Donc voilà, je vous laisse entrer en contact avec Vincent Chauvet pour plus d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vous laisse la main. Bien, merci beaucoup. C'est donc la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer par email au PCN, dont vous trouvez les coordonnées sur le site horizon2020.gouv.fr. Merci à tous les intervenants. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire.